Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à ce troisième webinaire. Je vais commencer cette présentation en évoquant en quelques mots quand même Calivi. Donc Calivi est un groupement de plusieurs caisses de retraite, la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté, la MSA de Bourgogne, la MSA de Franche-Comté et la GICARCO. Et en fait, on met en place donc des actions régionales sur le bien vieillir. S'ajoute à ces acteurs donc la Mutualité française de Bourgogne-Franche-Comté, qui occupe un rôle majeur au sein de la santé solidaire et qui a décidé de se joindre aux côtés de Calivi, et notamment auprès du programme donc des atouts de l'âge. Qu'est-ce que donc les atouts de l'âge ? Les atouts de l'âge est donc un programme de prévention à destination de personnes âgées vivant en résidence autonomie, et en MARPA, dans lequel donc se déclinent de nombreux ateliers conçus pour prévenir la perte d'autonomie. Cette déclinaison donc d'ateliers, encadrés par donc des professionnels et des experts reconnus dans ces différents domaines, amorce de façon ludique des thèmes variés. On retrouve l'activité physique, la santé globale, les modes de vie et bien évidemment le lien social. Donc lors du second webinaire qui s'était déroulé en octobre dernier, nous avions découvert des informations enrichissantes sur les thèmes de la nutrition et de la dénutrition aux côtés de deux intervenantes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui amorce beaucoup de questions. Nous allons parler de prévention des chutes. Pour cela, nous serons donc accompagnés de trois intervenants. Tout d'abord avec Madame France Mouret, qui est donc professeure des universités laboratoires cognition, action, plasticité, sensorie, motrice, et des deux artistes du cirque Ilia, et avant tout les interprètes de notre dernière nouveauté, le spectacle de prévention à quelle heure chez toi. Si besoin, n'hésitez pas à visionner donc la vidéo de présentation du spectacle de cirque qui est disponible donc sur le site de Calivi, mais également sur la chaîne YouTube de Calivi. Nous allons donc commencer le débat autour de notre thème du jour. N'hésitez pas à poser des questions, à dialoguer dans le fil de discussion et nous pourrons répondre au fur et à mesure. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une chute ? Alors écoutez, une chute c'est un événement très très fréquent d'abord dans la vie des personnes âgées qui va consister à l'amener rapidement au sol alors qu'elle ne l'a pas souhaité la plupart du temps. Et pour que vous ayez une idée de la fréquence, c'est plus d'une personne sur deux qui après 85 ans va chuter. Donc c'est un événement qui en même temps est très grave parce que il va risquer d'amener les gens vers une perte d'autonomie comme on dit, hein. Et puis il va être en lien, mais on en reparlera dans un instant, avec un état de fragilité, c'est-à-dire que ça dit quelque chose de la personne. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des conséquences justement par rapport aux chutes ? Alors les conséquences, elles peuvent être extrêmement graves. Donc la chute, elle est à la fois fréquente et en même temps, elle est grave. On a énormément de littérature sur cette question et on a tendance souvent à banaliser un peu la chute en disant finalement la personne elle a glissé dans sa salle de bain. On verra qu'il y a à la fois des choses qui concernent la personne et des choses qui concernent l'environnement. Alors dans les conséquences, rapidement, et qui font la gravité de cet événement, il y a ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire le risque de fracture, et en particulier les fractures du col du fémur. Mais il faut comprendre que c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que, comme ça signe la fragilité, il y a avec ces fractures des troubles de l'équilibre, en particulier un syndrome qu'on appelle de désadaptation posturale ou de syndrome post-chute, qui fait que non seulement la personne éventuellement a une lésion traumatique, une fracture, mais en même temps, elle a des difficultés à se mouvoir, elle a peur de tomber, elle a une grande inhibition comme ça. Et on en reparlera, mais plus les gens sont restés au sol longtemps, et plus ces aspects-là vont devenir prégnants en fait. D'accord. Justement, vous employez le terme peur de tomber. Est-ce qu'il ne faudrait pas du coup essayer de dédramatiser cette chute ? Alors certainement, mais peut-être qu'on pourrait demander à nos amis de parler de ça, parce que la peur de tomber, c'est un symptôme qui est très très important et qui amène les gens à réduire finalement leur mobilité. Donc justement, oui, Laurent Ebeni, est-ce que vous pourriez rebondir par rapport à ça, avec notamment le spectacle de prévention, vous abordez la chute. Comment vous faites pour l'aborder cette chute ? Alors, on l'aborde déjà. Alors pour nous, une chute, pour nous artistes de cirque, une chute, c'est exactement la même chose que pour les seniors. Mais lorsqu'on travaille une nouvelle figure acrobatique, on réfléchit déjà à la sortie
de secours, c'est-à-dire comment on va tomber. Et on met en place des parades avec des acolytes pour nous aider à progresser dans cette figure. Une fois qu'on maîtrise cette figure, on peut arriver à chuter malgré nous et faire croire au public que la chute était volontaire. N'était pas voulue, pardon, mais elle était volontaire, dans un certain propos, comme dans le cadre du spectacle À quelle heure chez toi, où on tombe, et on tombe à chaque fois, pour faire passer un message. Par exemple, comment se relever. Par exemple, si on a chuté, peut-être qu'on n'est pas assez fort musculairement, des choses comme ça. Oui. D'accord. Et justement, pendant le passage où vous chutez, quelles sont les réactions du public qui vous regarde, les résidents en résidence autonomie, quelles sont leurs réactions? C'est assez drôle en fait. Voilà. Faut pas que ce soit trop réaliste non plus, même si le moment de la chute, pour dévoiler un petit peu le spectacle, Benny, donc François dans le spectacle, il s'emballe un petit peu et il met la chaise, il fait un équilibre sur les deux pattes arrière d'une chaise, en équilibre sur le bord d'une table. Donc voilà. Et c'est moi qui suis sur un vélo d'appartement qui veut aller le secourir, qui vais chuter en fait. C'est moi qui vais tomber. Voilà. Donc c'est ça un petit peu le propos. Hein. Alors que lui s'en sort très bien. Hein. Il tombe après, mais... C'est une bonne façon de voilà. dédramatiser cette situation. Et pour continuer la dédramatisation, quand Jean-Paul, donc le personnage que Laurent incarne dans le spectacle, se relève, il recrache des dents. Donc ce qui permet de dédramatiser, parce que c'est vrai que l'effet de surprise est assez fort. On entend déjà quand François, mon personnage, monte la chaise sur la table, il commence de se mettre en place pour tenir un équilibre comme ça, tout le monde a le souffle coupé, et ce souffle est percuté par la chute de Laurent qui croit bien faire et venir m'aider. Et le fait de projeter des fausses dents permet de faire dégonfler tout ça et de revenir à un niveau de... Après, je refais la chute au ralenti, aussi. Hein. Et puis là, on attaque le process, là, le protocole pour se relever. Voilà. De façon humoristique. C'est vrai que la chute est très bien faite. Bon, je ne vous demanderai pas de le faire là maintenant. On n'a pas beaucoup de place, mais c'est vrai que... C'est crédible, hein? Oui, c'est vrai. Franchement, le lancer dedans est très très impressionnant. Oui, merci. Mais voilà, donc effectivement, le fait, c'est vrai qu'il faut qu'on mette à l'esprit que la chute, c'est pas anodin, mais qu'il faut pas s'arrêter. Il faut savoir se relever. Mais justement, est-ce qu'il y aurait des types de facteurs de risque qu'on pourrait cibler et qui pourraient du coup être évincés, ou en tout cas des possibilités pour réduire ces types de risques? Il y a beaucoup de choses et c'est très important d'aborder cette question parce que on aurait tendance à croire que si on met un tapis antidérapant, on va réduire le problème de la chute. En fait, c'est un problème extrêmement complexe avec de multiples facteurs. Alors sur la diapositive qui est à l'écran, il y a un certain nombre de choses qui sont évoquées, toujours en rapport avec cette fameuse fragilisation, où il y a à la fois des éléments qui sont liés aux muscles, c'est-à-dire que d'un côté, la fonction musculaire peut s'abaisser pour des raisons nutritionnelles, pour des raisons de sédentarité, peut-être parce que parfois il y a une maladie sous-jacente, enfin bon, en tout cas c'est un élément indiscutablement contributif au risque de chute. Il y a aussi des facteurs articulaires, il y a des choses qui peuvent être liées à la douleur, il y a le fait que moins on bouge, moins on est endurant et donc moins on bouge. Et puis il y a évidemment tout le volet de la fonction d'équilibre, qui est une fonction qui vieillit finalement pas très bien et où les personnes ont une forme d'instabilité. Tout ça converge pour inviter les gens à bouger de moins en moins. Et c'est là où la prévention est très importante, c'est de dire tout ça, ce n'est pas des maladies, c'est juste des tendances. Et donc, si on maintient les gens dans le mouvement, on va lutter sur l'ensemble de ces facteurs. D'accord. Sur la diapo suivante, sur celle qui est à l'écran actuellement, on reprend cette idée, vous voyez, que voilà, on tombe, on a peur de tomber, plus on a peur de tomber, moins on bouge, et moins on bouge, et plus on déconditionne, comme on dit, la fonction d'équilibre en particulier, c'est-à-dire tout ce qu'on fait pour se rattraper
quand nous-mêmes, on est en déséquilibre dans le bus, dans le tram, voilà. Ce sont des stratégies, ce sont des choses qu'on acquiert au cours de l'enfance. Et si on ne s'en sert pas, ou peu, eh bien, on les déconditionne. D'accord. Et justement, vous parlez de facteurs de risque. Est-ce qu'il y en a au niveau de tout ce qui est l'aménagement du logement ? Oui, oui. Alors, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont liés à la fois donc, à la personne. Dans la diapo suivante, la Haute Autorité de Santé avait indiqué dès les années 2009-2010 qu'il y avait un certain nombre de facteurs qu'il fallait modifier, à la fois au niveau de la personne. Pensez par exemple aux chaussures, il y a des gens qui sont extrêmement mal chaussés et cet élément-là va précipiter la chute. Ce qu'on appelle les aides techniques, on pourra peut-être y revenir. Le fait qu'il faut, comme je le disais il y a un instant, avoir une activité physique, le fait de prendre de la vitamine D, voilà. Et puis, il y a tout ce qui concerne effectivement l'environnement, où il y a un certain nombre de conseils à donner pour que l'environnement soit favorable à la personne et non pas au contraire constitue un obstacle à sa mobilité. Et justement, est-ce que vous auriez des exemples par rapport à ça ? Comment agencer le logement ? Qu'est-ce qu'il faudrait enlever ou ajouter ? Alors écoutez, classiquement, tout ce qui risque de glisser au sol, que ce soit les tapis, les descentes de lit, voilà, tout ça, c'est des facteurs qu'il faut éviter, on va dire ça comme ça. Et rendre le plus antidérapant possible les lieux qui sont volontiers glissants. Évidemment, la salle de bain en premier, parce que c'est là où les chutes sont les plus fréquentes. Mettre une petite poignée, ça coûte rien du tout et ça aide pour arriver dans sa douche. Alors on préfère de loin mettre des douches que des baignoires aujourd'hui, mais même pour entrer dans sa douche, avoir une poignée, c'est toujours aidant. Voilà, tout ce qui va favoriser la mobilité dans des conditions de sécurité. On maîtrise assez bien tous ces éléments aujourd'hui et il faut conseiller aux personnes de se mettre en sécurité dans l'environnement qui est le leur. Effectivement. Et justement, Laurent et Béni, dans votre spectacle de cirque, est-ce qu'il n'y a pas justement à un moment donné où vous leur dites d'enlever les tapis ? Complètement. Justement, c'est le moment de ma chute. C'est ça. Voilà. Et il faut le faire vraiment parce que on a vite fait de se prendre les pieds dans un objet qui traîne par terre, et que ce soit pour les seniors ou pour au quotidien chez soi pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose à surveiller, les câbles, les tapis, les choses comme ça. Ça peut faire chuter tout le monde. Voilà. Effectivement. Mais là, il y avait un petit coin de table aussi, dans la chute. Un petit coin de table, oui. Ah bah oui. Oui, la table étant rectangulaire. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut des tables rondes ? C'est ça la peut-être, réponse. ça serait peut-être mieux. Ou des tables en mousse, je ne sais pas. Ouais. Donc justement, vous parliez d'activité physique. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ? Alors, depuis longtemps maintenant, on a toutes les preuves scientifiques possibles et imaginables que la fonction d'équilibre, le muscle d'un côté, mais beaucoup la fonction d'équilibre, se désadapte si on ne l'utilise pas. Et donc, ici en Bourgogne, les premiers ateliers équilibre ont maintenant plus de 30 ans, et on a encore une fois beaucoup de littérature et beaucoup de retours pour dire que c'est impératif qu'il faut entraîner ces mécanismes. Et donc, il faut des pratiques qui soient adaptées aux personnes âgées. Il ne s'agit pas de faire, j'allais dire, n'importe quelle gymnastique pour que ça marche, hein, et qu'il faut des programmes qui soient encadrés par des professionnels de l'activité physique adaptée, c'est souvent le cas, ou d'autres personnes, mais en tout cas des gens qui aient des formations auprès de ces publics âgés. Et selon qu'on a affaire à des gens qui sont, comme on appelle, en prévention primaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème, ou qu'on a au contraire affaire à des gens qui commencent à avoir un peu des problèmes, voire des gens en EHPAD, eh bien ces programmes, évidemment, ils varient selon la population. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait des exemples, par exemple, d'activités physiques sur lesquelles vous aimeriez revenir ou... Alors, il était évoqué tout à l'heure l'histoire du relevé du sol. Pour moi, il n'y a pas de programme d'activité physique pour des publics âgés sans de l'apprentissage du relevé du sol. Ça, c'est un point absolument cardinal. Voilà. Après, il y a toute l'activité physique qu'il faut recommander aux personnes. Et la marche en premier
est une activité d'équilibre dynamique qu'il faut absolument conseiller aux personnes chaque jour. C'est-à-dire il faut une quantité d'activité physique chaque jour et la marche est un bon exemple. Voilà. Effectivement. Et Laurent et Béni, je reviens du coup vers vous. Justement, vous abordez l'activité physique dans le spectacle. On aborde beaucoup de choses dans le spectacle, effectivement. Qu'est-ce que vous conseillez aux résidents qui vous regardent quand vous faites votre présentation? Alors moi, je leur préconise la marche. Voilà. C'est bien. Je fais du vélo d'intérieur aussi, bon, voilà, dans le spectacle, Ouais. un petit peu. Ouais. Et puis, sinon, c'est toi le coach sportif, toi, hein? Oui, tout à fait. Mais en fait, moi, je transposerais volontiers ma pratique d'acrobate sur la public âgé. C'est exactement la même chose. On a besoin d'avoir une musculature suffisante pour les efforts et les gestes qu'on a à faire. Et on a aussi besoin d'une endurance nécessaire à ça. Donc, un cardio qui fonctionne bien, enfin, le mieux possible. Donc, les exercices vont dans ces deux directions. En termes de mouvement et de travailler aussi l'endurance, le cardio, la respiration. Effectivement. Et justement, pendant le spectacle, vous leur dites oui, suivez-moi, faites la même chose. Et comment ils réagissent? Est-ce qu'ils font la même chose? Ou est-ce qu'ils restent... C'est magnifique, c'est génial parce que je commence par une séance d'échauffement, à lever les bras, chacun à sa mesure. Et puis tout le monde le fait. C'est génial, donc il y a une vraie communion avec le public à ce moment-là. Et puis comme ça marche, je monte en puissance sur les exercices en leur disant bien, vous faites que ce que vous pouvez, jusqu'à ce que j'arrive à me retrouver avec une chaise debout sur la table, pour le moment qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, donc ça monte la mayonnaise monte, mais eux ils restent bien sûr en retrait. Et mon personnage, lui, s'emballe et puis jusqu'à cette chute dramatique. Vous voyez, on retrouve les trois volets qu'on retrouve toujours dans les programmes de prévention, le côté endurance, le côté musculaire et le côté équilibre, j'allais dire. Voilà. Puis c'est super de voir que finalement, ils restent quand même réactifs à la demande. Ah oui, ils sont complètement concernés. Et je pense que nos personnages ont un capital sympathie qui fait que le courant passe bien, on n'a pas peur ni les uns ni des autres, et on sait qu'on va passer un bon moment ensemble, ça tout part de là en fait. Dès le début du spectacle, avant même que le spectacle ne commence, on échange un petit peu avec elle, avec eux, des prénoms, des choses comme ça, et puis comme ça on fait connaissance avant que le spectacle commence en fait. Et après on part sur de l'humain, voilà. C'est super, puis c'est bien de voir qu'ils restent quand même très ouverts et qu'ils suivent du coup le mouvement lorsque vous leur tendez la perche finalement. Oui, parce que nous à la base, lors de la création du spectacle, c'était pas forcément gagné. On ne sait pas, parce qu'il faut trouver l'angle d'approche aussi, etc. Mais ça marche bien, donc ça c'est chouette, c'est rassurant et on passe de très bons moments. Ah bah c'est super. Et du coup, du côté, si on revient à tout ce qui est plan anti-chute, à proprement parler, est-ce qu'il y aurait des documents qui évoqueraient ce plan anti-chute? Alors il faut savoir que, alors qu'on travaille sur la chute depuis très longtemps, le gouvernement, la politique en quelque sorte, s'en est saisi que récemment, 2019 je crois, avec un plan anti-chute. Et ce plan anti-chute, il est effectivement à disposition en ligne sur le site gouvernemental, voilà, d'un plan, voilà, qui s'intéresse beaucoup à l'environnement de la personne. En même temps, il fait un certain nombre de recommandations quand même. Et sur la diapo suivante, vous allez voir qu'il y a dans j'ai pris dans ce plan quelques points, et en particulier la nécessité de sensibiliser le grand public à la question de la chute. Alors, la personne et sa famille, son entourage, pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit. Parce que la tendance aurait été, jusqu'à présent, de dire « Attention, tu vas tomber, reste donc dans ton fauteuil ». Et c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Donc ça passe par une information, une sensibilisation. Et puis, il y a cette notion que... comme on ne connaît pas bien ce problème, eh bien, dans le plan anti-chute, il est recommandé d'utiliser les médias, tous les supports, et peut-être c'est un peu ce qu'on fait là, ici, aujourd'hui, de manière à faire passer des messages concernant la chute. D'accord. Et il y aurait donc un protocole à suivre pour pouvoir se relever, peut-être Laurent et Béni, vous pourriez nous en parler? Nous, on a travaillé tout ça. C'est toi le spécialiste. Ah oui. Eh bien,
faut arriver à se mettre à plat ventre, après remonter un genou, voilà, pour arriver en position 4 pattes. Et puis après de là, on monte un genou et puis soit on essaie de s'appuyer sur quelque chose qui est à côté, hein, si possible, mais s'il n'y a rien, il faut essayer de se relever. Ouais. D'accord. Et aussi, ce qu'on a appris, c'est que quand quelqu'un chute, il ne faut pas, de prime abord, comme ça, il ne faut pas la relever directement. Voilà. Ça, c'est très important. À elle de faire l'effort de se relever. Alors après, les retours qu'on a après le spectacle, c'est vrai que c'est quelque chose que les personnes âgées nous communiquent, c'est que des fois, ils n'arrivent pas à se relever tout simplement. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à fournir une aide, même importante. Ouais. Mais si c'est la personne qui fait, ou au moins qu'elle participe un peu, ça change absolument tout entre le fait d'être relevé par 2 costauds et posé sur le lit et le fait d'avoir fait quelque chose pour se relever. Ça change absolument la perception pour la personne. Ou alors déjà vérifier que la personne ne peut pas se relever d'elle-même. Oui. Si elle peut se le faire, qu'elle le fasse. Vraiment important. C'est arrivé à Béni il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Tu as secouru un voisin Tout à fait. qui a fait une chute. Et j'étais pas assez fort pour le relever, il était pas assez fort pour se relever, et on a dû appeler quelqu'un pour... oui, tout à fait. Ouais. C'est pas toujours évident, surtout dans une rue en pente, mouillée, glissante, c'était pas du tout évident. J'étais en train de me répéter ce qu'on faisait dans le spectacle, et je dis, bon, là, j'y arrive pas. Voilà, et la personne n'y arrivait pas. Et alors, pour revenir un peu sur la prévention des risques de chute, peut-être que ça va sortir un peu du cadre de ce webinaire, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de tous les âges, de tous les moments. Il faut entretenir ça. La sédentarisation nous empêche beaucoup. C'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter. Et plus on lutte contre ça, c'est-à-dire que plus on bouge, plus on entretient notre corps. C'est ça. Voilà, et parce que souvent, c'est trop tard, on se rend compte, j'arrive plus à faire ça. Alors que si on avait une pratique sportive, à minima même, régulière des années en amont, on n'en serait peut-être pas là. Il faut commencer tôt. Voilà. Effectivement. Et puis le fait d'avoir peur, finalement, n'est pas lié à l'âge, parce qu'une personne âgée a certes peur, mais aussi un enfant a peur de chuter. Donc il n'y a aucun moment il est question d'âge dans la peur de tomber. La seule chose, c'est que les automatismes d'équilibration dont nous parlions sont plus fragiles à 80 ans que plus jeunes. Et donc cette peur, elle peut s'exercer chez tout le monde, mais quand elle s'exerce chez quelqu'un de plus âgé, elle risque d'avoir des conséquences qui sont plus importantes. Effectivement. Et justement, on parlait de la possibilité de s'aider pour se relever. Est-ce qu'il y aurait donc des aides techniques, je ne sais pas, par exemple, ne serait-ce que même pour se déplacer, des cannes, des déambulateurs. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de ça ? Oui, alors il y avait des recommandations peut-être sur la diapo qu'on peut peut-être faire apparaître, dont on n'a pas parlé, des recommandations qui apparaissent dans le plan anti-chute, qui sont celles qu'on a évoquées, par rapport au repérage de la fragilité, par rapport au logement, sur lequel on est passé un peu vite, mais c'est normal, et l'utilisation des aides techniques. Alors, évidemment, la canne simple, qui est souvent l'outil le plus facile à utiliser pour les personnes âgées, parce que ce qu'on appelle couramment les cannes anglaises, sont des outils finalement qui sont assez difficiles à utiliser. Alors quand on est jeune et puis qu'on a une entorse de cheville, on va se débrouiller avec les cannes anglaises. Le sujet âgé, il a tendance à refuser un peu ça parce que c'est trop complexe et sans doute a-t-il raison. Donc la canne simple est souvent le meilleur moyen. Puis pour des gens qui ont le plus de difficultés, on voit arriver les déambulateurs. Et pourquoi pas, je veux dire, si ça permet de tenir debout, si ça permet de stabiliser, dans certains cas, évidemment, c'est une aide qui est intéressante. Effectivement. Et comment on doit faire du coup quand une personne âgée ne veut pas utiliser l'usage de cette aide? Parce que les retours que j'ai eu moi en résidence autonomie, c'est qu'effectivement, on a du coup l'entourage qui perçoit et qui sont des lanceurs d'alerte, comme vous l'avez très bien expliqué. Mais le problème viendrait finalement de la personne qui ne veut pas, ou alors qui n'a pas conscience qu'elle a besoin d'utiliser cette... Il faut mettre un casque. Alors moi je vais vous dire, je crois que souvent la personne âgée, elle a plutôt raison. Je vais vous choquer peut-être, mais l'utilisation de cette aide technique et son bien fondé doit se faire la plupart du temps à travers une rééducation. C'est-à-dire que si
l'entourage a été alerté et que la personne a effectivement une instabilité, bien, il faut lui proposer des séances de rééducation pour améliorer son équilibre. Voilà. Ou des activités, ou s'il y a un atelier danse, enfin quelque chose qui va lui permettre d'améliorer. Et c'est dans le cadre de cette rééducation, si on peut dire comme ça, qu'on va lui conseiller en plus la canne. Mais ce n'est pas les techniques toutes seules qui va régler la question. Non, donc c'est donc l'ensemble, Oui, la prise de conscience, voilà. La sensibilisation, l'intervention et la canne en plus. Mais pas la canne toute seule. D'accord. Et justement, comment ils peuvent agir si vraiment la personne ne veut pas? Même s'il y a les recommandations, le besoin pour la rééducation. Vous savez, les questions de motivation chez le sujet âgé, elles se posent aussi pour l'activité physique, elles se posent pour plein de choses. C'est vraiment dans la qualité de relation que vous allez avoir avec la personne et de comprendre où sont les freins qu'il met. Ça peut être un frein chez certaines femmes âgées uniquement esthétique. En disant, mais non, mais moi je ne vais quand même pas porter une canne. Voilà. Eh bien, il y a des moyens de biaiser ça. Au lieu de prendre une canne bien vilaine, eh bien, on en achète une jolie avec des petites fleurs dessus. Et parfois, ça marche beaucoup mieux. Ça peut être aussi le fait de s'identifier à quelqu'un de vieux, d'incapable. Et de dédramatiser là, y compris à travers des spectacles, par exemple. Hein, de dire que la canne, ce n'est pas uniquement un instrument pour quelqu'un qui ne va pas bien. Ça peut aider. C'est dans la qualité de l'écoute et de la compréhension, encore une fois, du refus ou de la démotivation qu'on va pouvoir avancer. En tout cas, il ne faut pas rester sur un blocage comme ça. C'est vrai, puis c'est vrai que cette représentation de la canne, aujourd'hui elle a bien changé, parce que je pense par exemple à Charlie Chaplin, qui avait sa fameuse canne. Voilà. C'était une tendance. Et ça peut être un support de spectacle. Alors moi j'ai une canne, pour tout vous dire, j'ai un souci à la cheville, et puis quand je suis fatigué, ou voilà, quand j'ai fait trop de manutention, etc., je boite. Et pour éviter la boiterie, ben, j'ai cette canne qui me soulage, et donc dès que je pars me promener, tout ça, souvent je prends une canne, une belle canne. Voilà. Voilà. Ça peut être un instrument d'élégance en même. Et je pense que j'ai mis du temps aussi à accepter ça, mais maintenant c'est vrai que une canne pliante, une autre canne normale. Voilà. Mais justement, qu'est-ce qui a fait que vous aviez eu du mal à accepter? Parce que du coup, ça peut lancer... oui, ça fait un petit moment, hein, donc j'étais assez jeune hein, quand même. Pour ça. On se dit avoir une canne à 30 ans, c'est pas évident non plus, peut-être. La représentation qu'on en a. C'est ça. Et pourtant, c'est vrai que ça soulage, en tout cas ça déporte moi mon équilibre, qui fait que ça soulage l'appui sur la jambe, etc. Mais encore une fois, tout seul, dans le cadre du risque de chute, c'est pas ça qui va solutionner le problème. La chute, c'est un problème complexe et il faut rentrer dans cette question à travers à la fois la personne et son environnement. Effectivement, il faut agir du coup le plus tôt possible. Bien sûr. J'ai dit dire que j'avais pas 30 ans, hein, parce que j'ai dit 30 ans, mais ça fait un petit moment que je l'ai, la canne. Donc ça serait vraiment un besoin en fait collectif. Chaque personne devrait pouvoir aider à son niveau, avec les moyens possibles et la motivation. Absolument. Et toute cette sensibilisation dont on parlait, qui est recommandée dans le plan anti-chute, c'est cela, quoi. C'est encore une fois de ne pas réduire le risque de chute du sujet âgé au fait de glisser sur une peau de banane. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vrai, effectivement. Est-ce que vous souhaitez évoquer des aspects que nous n'aurions pas abordés durant cette présentation? Sur la chute? La chute. Ou autre. On a du mal à trouver la chute du spectacle, par exemple. Ah, c'est une autre chute. Ça, c'est vrai. On cherche encore. Non, nous, ce qu'on a voulu faire là, c'est vrai que ce qu'on a voulu faire avec le spectacle, c'est que quand on nous a proposé là, ce petit défi là, avec un cahier des charges là, justement sur l'équilibre, l'isolement social et puis la nutrition, voilà, on ne voulait pas que ça devienne une conférence, hein, et que ça reste ludique et un spectacle. Et artistique. Ça reste un spectacle. Et on a mis du temps à trouver l'angle, la tangente qui nous permettent de garder notre proposition artistique
et de respecter les 3 axes thématiques du cahier des charges. Absolument. C'était pas, on s'est Ouais. posé la tête longtemps. Et je pense qu'on a bien fait parce que le succès du spectacle est Tout à là fait. et on est très content de ça. Mais c'était un défi à un moment, même je me suis dit, waouh, comment on va y arriver ou pas, voilà. Il fallait continuer d'avancer, et on a trouvé. Donc c'était pas facile. En tout cas, nous dans notre processus de création, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire aussi. Effectivement. Finalement, vous faites très bien parce que c'est vrai que, comme vous dites, il y a un bon succès au niveau du spectacle. Oui. ça Autant a du l'air. retour des spectateurs, spectatrices, autant du personnel des maisons, des résidences en autonomie. Et puis oui, tout à fait, on a des très très bons retours. Là où on s'est rendu compte que là où ça marche le mieux, c'est notre tour à nous, c'est quand ça se passe dans la résidence Ah oui. autonomie, en fait. Oui. Très Si important. on déporte le spectacle dans une salle de spectacle, eh C'est ben, pas la même chose. c'est pas la Non. même chose. On C'est n'est la plus même chez façon. eux et c'est plus le même propos par rapport à l'écriture du spectacle. Ouais. Et quand ils sont chez eux, eh ben, c'est vrai que c'est beaucoup plus fluide. Hein. Oui. Ouais. Ils sont plus proches de nous Ils aussi. sont tout près aussi. Ils sont tout près. Ouais. Et puis là, nous, on a écrit le spectacle comme ça, quoi. Voilà, qui est petit public. Si vous permettez, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot plaisir. Et dans la motivation, puisque vous évoquez la question de la motivation, au mouvement, à prendre en compte la prévention, la canne ou je ne sais pas quoi, si on n'amène pas cette notion de plaisir, souvent les gens, ils s'en éloignent, je ne veux pas m'embêter avec ça, puis c'est pas attrayant. La force d'un spectacle comme ça, c'est indiscutablement le fait d'activer quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. Et l'humain est sensible au plaisir. Oui. Et puis c'est du gagnant-gagnant du coup. Voilà. Et pour les risques dont on parle pour les personnes âgées, de les voir abordés par de manière comique, voilà. Tout à fait. Mais avec un recul du coup, ils ne sont pas impliqués dedans, ils peuvent rire de la situation. C'est aussi le rôle du spectacle vivant, c'est qu'on puisse en rire. Les gens se projettent sur les personnages, etc. Donc voilà, donc c'est gagnant-gagnant. Nous on passe un bon moment avec eux, ils passent un bon moment avec nous, et aussi tout le monde apprend quelque chose. C'est cela. Bah écoutez, c'est hyper intéressant tout ce qu'on a pu échanger. Je vous remercie vraiment pour cet échange. Finalement, oui, on se rend compte que la chute, qui, durant certains moments de notre vie, on peut se le dire, a fait bien marrer les observateurs et le chuteur, bien que des fois les conditions de la chute puissent des fois rompre ce moment de rigolade. Mais voilà, on remarque qu'une fois passé un certain âge, la chute, elle devient totalement... Elle attrape une nouvelle représentation et elle fait presque donc peur finalement. Et je trouve vraiment que les éléments que vous avez apportés ont démontré qu'effectivement, c'est un point important sur lequel il faut agir rapidement et avec les meilleures conditions. Mais en même temps qu'il faut que les résidents aussi se rendent compte qu'une chute, c'est pas une fin en soi. Et que justement, il existe des aides pour les accompagner, que justement les professionnels de santé qui sont au quotidien avec eux en résidence autonomie, ils sont les principaux lanceurs d'alerte en ce qui concerne du coup cette vigilance. C'est ça. Super, écoutez, est-ce qu'il y a eu des questions du côté du public? Alors, pas de questions au niveau du chat. Par contre, moi de mon côté, j'ai eu quand même quelques questions qui m'ont été transmises par des résidences autonomie. Donc des questions qui se tournent majoritairement vers la troupe de cirque, parce que le format intrigue quand même pas mal. Alors justement, une des questions c'était en fait, quelle est finalement la plus-value en fait, de faire passer des messages de prévention par le cirque, plutôt que par exemple des ateliers avec des séances toutes les semaines. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça? Pourquoi le format du cirque pour faire passer des messages de prévention? Nous, j'ai l'impression qu'on suscite, il y a l'idée de plaisir qui est peut-être plus grand. Voilà, et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a vraiment des fous rires. Et là, c'est vrai que ça nous touche beaucoup. Voilà, donc il y a peut-être ce phénomène-là. Et puis après ça suscite, les thèmes qu'on aborde suscitent la discussion après le spectacle. Voilà, nous on a des personnes âgées qui viennent, parce que souvent on prend le goûter avec eux après. Hein. Et puis là, c'est vrai que c'est là que les langues se délient et
voilà, on parle, c'est là qu'il parle des chutes, etc. Voilà. Donc, Oui, puis nous on arrive par l'intermédiaire du cirque, de ce spectacle, et grâce aux performances qu'on fait, parce qu'il y a comme des vraies performances, à les captiver. C'est-à-dire qu'on les emmène, on est chez eux, mais on les emmène dans notre univers en partageant des concepts, qu'on vient d'évoquer lors de ce webinaire. Donc il y a tout ça qui se met en place et on est dans comme une boule de Noël là où on est tous ensemble à échanger là-dessus notre humanité, nos expériences, etc. Donc pour moi c'est différent des ateliers parce que le public participe de manière active, mais même très actif quand il faut des mouvements avec moi, etc. Mais peut-être moins que dans les ateliers. Et il y a un côté vraiment très très ludique. Je parlerai aussi, on ne l'a pas évoqué, mais dans la notion de plaisir, il y a de la musique qui est jouée en live et qui amène une touche de sensibilité. C'est de l'accordéon en plus, un instrument auquel ces personnes sont sensibles, qui éveille tout de suite des souvenirs. la trompette, hein, quand même. Il y a de la trompette, pardon. Oui, mais ta trompette, elle me fait mal aux oreilles. Et donc avec la musique en live, ça rajoute vraiment quelque chose que les ateliers, par exemple, n'ont pas, enfin j'imagine, sauf les ateliers musique. Oui, c'est vrai. Effectivement. Et le fait de passer par l'aspect ludique, finalement, ça permet de capter peut-être davantage la mémoire, le souvenir. C'est une médiation formidable, quoi, parce qu'à la fois il y a le corps, il y a la musique. Alors on a beaucoup de choses là, on sait que la musique permet il y a une résonance avec la musique et le mouvement qui est très bien connu maintenant. Et ce spectacle apporte tout ça, quoi, finalement. Bon, voilà, nous on invite les gens justement à suivre les ateliers de la Toublage. Hein, c'est là un peu le point final. Hein. Oui. C'est vrai que c'est pour donner envie aussi, donner envie. Aux résidents de faire ça. De participer à ces atouts de l'âge et à ces ateliers pour justement progresser. C'est le principal, effectivement. On apprend à tout âge, hein, je pense. C'est vrai, oui. Et donc une autre petite question, justement, est-ce que c'est le premier spectacle que vous faites en direction des personnes âgées ? Alors, oui. Oui, en direction, en direction spécifique, oui, mais on les a abordés, on ne s'est pas dit... je pense qu'un tout public, nous, on ne sait pas faire les choses... Voilà, on a un spectacle qui est très âgé maintenant, hein, les frères Panini, et qui est vraiment un spectacle familial. Mais hier, on a joué devant une crèche, hein, vous voyez, devant des crèches, et ça nous arrive 2-3 fois par an de les jouer en EHPAD. Et c'est vrai que ça marche, ça marche différemment, mais ça marche. Le spectacle en lui-même, s'adresse à tout le monde, je crois. En tout cas, Donc on avait déjà une expérience en EHPAD avec le spectacle des frères Panini, mais sur l'écriture, c'est la première fois, à quelle heure chez toi, c'est notre première fois pour un public destiné uniquement à des personnes âgées. Voilà. D'accord. Est-ce que vous percevez, ou pas, ou peut-être, un changement vis-à-vis du public ? Par exemple, là, quand vous faites le spectacle à destination des personnes âgées en résidence autonome, c'était dur à dire. Un changement, c'est-à-dire que la sensation n'est pas pareille. Par exemple, c'est pas le même contact, par exemple, avec des enfants. Qu'est-ce qui change par rapport à ce positionnement ? Non, moi, ça ne me change pas. Ça ne nous change pas. Par rapport à des enfants de maternelle, un peu, c'est pas tout à fait les mêmes, il n'y a pas les mêmes références, les mêmes, l'humour n'est pas le même, par exemple, la perception de l'humour n'est pas la même, mais par rapport à un public vraiment familial, il n'y a aucune différence. Vraiment, D'accord. Non, vraiment aucune. Non, je crois qu'on apprécie d'autant plus les rires et certains fous rires. Hein. C'est vrai que des fois... je pense qu'ils nous disent souvent à la fin, ça fait longtemps. Enfin, ils nous disent souvent, on ne va pas s'envoyer trop de fleurs non plus, mais ils nous arrivent de dire. Voilà, c'est vrai. Et je crois que c'est du direct aussi. C'est le fait que ce soit qu'on vienne chez eux. Et que, voilà. Et surtout, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a quand même, dans la résidence autonomie, on sent tout de suite
voilà, il y a un effet de groupe. Hein. Oui. Ils sont chez eux, mais ils sont ensemble et ils sont à l'aise ensemble, hein, souvent. Et ça, c'est un point important. Ouais. Ouais, ouais. Et ça, je pense que ça aussi, ça fait une expérience ensemble dans la résidence et ça, Oui, il y a un lien social Ouais. qui est plus fort que dans Ouais. d'autres lieux. Oui, tout à Ouais. fait. et ça peut On aussi, rejoint ça ce peut faire. grand axe de la prévention qu'est le lien social Ouais. et la préservation du lien social. Ouais. Parce que, Totalement. quand même, voilà, je pense que dans les résidences autonomie, il se crée des liens, voilà, et donc et des bons groupes, hein, des fois. Mhm. Là, on s'en rend compte très vite. Bah, Très c'est bien. super. Bon. Et du coup, dernière petite question, qui en fait qui n'est plutôt un témoignage d'une professionnelle au sein d'une résidence qui vous dit: ça fait plusieurs années que je travaille aux côtés donc, de personnes âgées en résidence autonomie. Et lorsqu'il y en a qui tombent, je ressens toujours un sentiment de peine de ne pas être capable de pouvoir les aider. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire justement à cette professionnelle qui se sent presque finalement désemparée dans ce type de situation parce qu'elle ne peut pas aider les personnes? Alors, elle se sent désemparée vis-à-vis de la personne quand elle est par terre ou elle s'est désemparée vis-à-vis de la chute en général? Non? Des personnes qui tombent. Alors là, c'est très très clair. Hein, je veux dire, quand on est, comment dirais-je, un soignant, un aidant, enfin je ne sais pas quel est exactement le statut de cette personne, et qu'une personne âgée est par terre, il est recommandé partout dans les formations, etc. Tout d'abord de ne pas mettre un climat de panique. Hein, parce qu'il n'y a pas une urgence dans la seconde, il faut prendre le temps de rassurer les gens, de les faire asseoir tranquillement par terre, de parler. Bon. Et dans à peu près 8 cas sur 10, c'est une chute qu'on pourrait dire au départ banale, enfin en tout cas sans conséquences traumatiques. Et donc, on peut tout à fait s'en rendre compte soi-même, non, j'ai mal nulle part, ben non, ben oui, j'ai glissé, etc. Et d'aider la personne à se relever selon les schémas qu'on évoquait, en passant par le 4 pattes, etc. Si éventuellement ça s'avère impossible, ben on appelle un collègue et puis on approche une chaise et puis on assied la personne, voilà. Mais en tout cas, d'être dans un premier temps avec cet a priori de dire on va solliciter la personne pour qu'elle participe à son relevé du sol. Voilà. D'accord. Ok. Bah, parfait. Bah, en tout cas, merci à tous pour votre attention et votre présence pour ce 3e webinaire. Donc, le replay sera disponible sur YouTube et sur Wikipédia. Vous pourrez donc le visionner ou le revisionner si besoin. Et vous recevrez également un mailing prochainement avec le lien du replay. Donc, quelques derniers mots sur les atouts de l'âge avant de terminer. Donc, vous trouverez donc, sur le diaporama donc, les coordonnées de la coordinatrice du programme si vous souhaitez donc avoir davantage de précisions sur les ateliers. N'hésitez pas également à consulter notre site internet et à visionner donc, la vidéo sur la présentation du spectacle de cirque. Nous vous invitons également à consulter donc, la newsletter des atouts de l'âge ou à vous y inscrire via notre site internet Calivi. Donc pour l'année prochaine, nous continuerons d'aborder donc, différents sujets autour de la prévention. Donc si vous souhaitez aborder un thème en particulier, n'hésitez pas à nous le faire savoir, comme ça nous pourrons l'ajouter dans le programme de 2025. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je tiens à terminer donc, en vous remerciant pour votre intervention qui a été très enrichissante pour nous tous, pour le temps également accordé. Nous, on va conclure du coup ce webinaire. Au nom de Calivi et de toute l'équipe du programme des atouts de l'âge, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à vous et à vos résidents. Et on vous dit à très bientôt.